Christophe Marchand, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de l'Humanité. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste. Vous représentez Julian Assange à la Cour européenne des droits de l'homme, ici juste à côté. Julian Assange vient ici pour la première fois, est venu ici il y a quelques minutes. Il est parmi nous là, au Parlement, à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois qu'il parle aussi longuement de ce qu'il a vécu et de la manière dont il analyse ce qu'il a vécu. Il l'a fait devant la Commission des affaires juridiques, des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est un peu long à dire, mais c'est comme ça. Suite à un rapport d'enquête qui va être présenté d'ailleurs mercredi ici même, concernant les implications, bien sûr, de sa détention et les effets plus larges aussi sur, on en parlera tout à l'heure, sur la liberté de parler, sur la liberté de la presse. J'ai dit pourquoi est-ce qu'il a, parce que je suppose que vous l'avez conseillé, vous en avez parlé, qu'est-ce qu'il a décidé à venir ici aujourd'hui ? Bon, d'abord, c'est vraiment un long voyage pour lui parce que d'abord, il est très loin, il est en Australie, donc c'est un très long voyage en avion. Et puis en Australie, il vit, je dirais, en dehors du monde. Il est dans une période de convalescence parce qu'il a quand même fait 14 ans de détention dans des conditions terribles, que ce soit dans l'ambassade où il n'y a pas de lumière du jour, jamais accès à la lumière du jour, ou que ce soit à Belmarsh, qui est une prison de haute sécurité. On allait le visiter régulièrement, tous les 15 jours on allait le voir, mais on voyait vraiment que son état périclitait en fait, que c'était vraiment quelqu'un qui a souffert mentalement et physiquement, il l'a dit d'ailleurs de cette détention, mais il a quand même choisi de venir parce qu'il voulait venir au cœur, je dirais, de l'Europe des droits de l'homme, qui est représentée par Strasbourg et par le Conseil de l'Europe, avec sa Cour, la Cour européenne et son Parlement, le Parlement européen du Conseil de l'Europe, pour délivrer un message et pour donner son support à un rapport qui vient d'être rendu. Donc c'est une commission, plutôt l'établissement de faits, une enquête qui a été réalisée pour démontrer les implications pour les droits humains en Europe, mais aussi en dehors de sa détention et de sa condamnation maintenant, puisqu'il a été condamné. Justement, où est-ce qu'on en est exactement? Je dis ça parce que c'est un petit peu compliqué depuis le début et même encore maintenant, c'est un petit peu compliqué. Où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle dans son parcours judiciaire en réalité? Alors, après le plaidé coupable qui lui a permis de sortir de... donc on se souvient au niveau du timing 24 juin 2024, donc très récemment, il est libéré, il prend l'avion, il va jusque dans les îles Mariannes et là il fait un deal avec la justice américaine. Un deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il plaide coupable. Donc ça veut dire qu'il est jugé, condamné pour certains faits. Donc ça veut dire que toute l'enquête américaine qu'il concernait, les leaks de Wikileaks, Collateral Murder, la vidéo fameuse, les dossiers de Guantanamo, tout ça est clôturé et le gouvernement américain s'engage à ne pas le poursuivre pour d'autres faits qui auraient été commis avant cette date. C'est le 26 finalement qu'il est condamné, 26 juin, à des faits qui ont été commis antérieurement. Donc il n'a plus aucun démêlé, je dirais, judiciaire avec la justice américaine. Ça, c'est la situation en ce qui le concerne. Mais parallèlement à ça, dans ce plea bargaining, dans ce plaidé coupable, il y a aussi de sa part des engagements à ne faire aucune procédure. Donc il a renoncé à des legal claims, comme on dit, c'est-à-dire il a renoncé à des procédures judiciaires qu'il aurait en cours, dont notamment la procédure à la Cour européenne des droits de l'homme, contre les États-Unis, contre le Royaume-Uni, contre n'importe quel État, n'importe où dans le monde. Donc c'est très très vaste, c'est une clause d'immunité, on va dire, à l'égard des États-Unis pour ce qu'il a subi. Ce qui veut dire qu'il a tout de même, on ne peut pas dire une épée de Damoclès sur la tête, mais il a quand même une possibilité limitée de s'exprimer par voie judiciaire, j'allais dire. Par exemple, ici, prenons la Cour des droits de l'homme, puisque il ne peut pas y aller. Non, ici, c'est le Parlement, donc c'est une instance politique, c'est pas une instance judiciaire. Donc ici, il a la liberté de parole. D'ailleurs, il a parlé très librement tout à l'heure, vous l'avez entendu. Il a dit vraiment tout ce qu'il pensait, avec des choses très fortes. C'est un message d'espoir, mais aussi de réalité, de ce qu'il a subi, de ce que ce précédent, parce que c'est un précédent, en fait, cette condamnation est un précédent. Parce que quand on analyse un petit peu ce plaidé coupable et qu'on voit la qualification juridique qui a été utilisée pour le condamner, c'est news gathering, c'est-à-dire recueil d'informations par des documents qu'il a demandé à des sources, ou bien par des conversations avec des sources, ou bien en installant ce système de Dropbox où la personne pouvait déposer sur Internet, dans une adresse email secrète et protégée, des informations. Ça, c'est les trois moyens qui ont été considérés comme étant la participation à une entreprise criminelle de faire de l'espionnage et qui donc ont été condamnés finalement à le temps qu'il a servi, comme on dit, c'est-à-dire le temps qu'il a passé en prison, c'est-à-dire à peu près 5 ans de prison. Alors, vous en avez parlé il y a quelques instants, lui-même en a parlé tout à l'heure, Julian Assange, de l'importance de la Cour européenne des droits de l'homme et en tous les cas de l'Assemblée parlementaire, ici au Conseil de l'Europe. J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut en attendre, en dehors du fait qu'on condamne
ce qui s'est passé. Voilà. Alors juridiquement, je pense que ce qui est très important de se rappeler, c'est où est-on et qu'est-ce qui se passe ici. C'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est elle qui nomme les juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça a été convenu dans cette Convention européenne des droits de l'homme de 1950, où les États européens ont décidé d'être les champions des droits humains dans le monde, on va dire. Et dans ce processus-là, le Parlement a un rôle très important parce que c'est lui qui instigue des réformes, qui instigue des réflexions, qui fait des enquêtes comme elle l'a fait sur l'affaire de Julian Assange et qui a la liberté, je dirais, de pouvoir dire les choses comme elles sont. C'est quand même pas du tout anodin, en tout cas en tant que juriste, d'avoir ce rapport, qui est un rapport qui après va être utilisé, que ce soit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi pour instiguer des réformes du droit. Parce que ça, c'est l'autre message, je pense, que Julian Assange a délivré aujourd'hui, c'est qu'il a été meurtri dans sa famille, dans sa chair, dans ses convictions, parce que le système n'a pas fonctionné, ne l'a pas protégé en tant que journaliste, et donc il faut penser aux réformes qui sont nécessaires, et ce rapport va dans cette direction. Encore une question juridique qui le concerne. La grâce présidentielle américaine peut-elle fonctionner pour laver complètement la question de... Oui, ça pourrait. C'est une question qui est étudiée par les avocats américains, sur laquelle je ne me prononce pas parce que c'est de leur ressort. Mais en effet, c'est une voie qui est pour l'instant étudiée. C'est le pardon, comme on dit, c'est-à-dire la grâce par le président des États-Unis. Qui pourrait avoir lieu éventuellement à l'occasion de la passation de pouvoir, puisqu'on est en période électorale. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On imagine mal Donald Trump dans sa vindicte contre les droits humains qu'il puisse aller faire ça. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose qui se discute. Ce qui est important, je pense, en ce qui nous concerne du point de vue européen, c'est que à Strasbourg, je dirais dans le cœur des droits, du centre de création finalement des droits humains qui volent dans tout le Conseil de l'Europe, il est venu parce que pour lui c'est ici que ça se passe, c'est ici que l'Europe doit donner un signal au monde entier en fait, et qu'il aurait pu choisir d'aller, je sais pas moi, en Inde, n'importe où, en Japon. Il a choisi de venir à Strasbourg ici parce qu'il considère qu'ici il y a vraiment une possibilité d'action juridique. Alors au-delà de son propre cas, on l'a remarqué, on est un certain nombre, et vous aussi je pense à l'avoir remarqué, il a parlé d'une manière vraiment universel ce matin. C'est-à-dire qu'il a parlé de la situation du journalisme, de la question de la liberté de parole, tout simplement, dans notre monde, spécialement dans le monde occidental, d'ailleurs, puisque, bon, les dictatures qui ont pignon sur rue, on va dire, on est habitué. Mais il a quand même énormément parlé de l'Europe, il a énormément parlé aussi des États-Unis, avec une analyse extrêmement précise qui fait que, quand on sait ce qui se passe par ailleurs dans d'autres endroits du monde, dans d'autres pays du monde, les dictatures, etc., on se dit que la situation de ceux qui doivent parler, dire la vérité, les journalistes, la liberté d'expression générale, est quand même extrêmement menacée dans le monde aujourd'hui. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est ce qui découle quand même de ce qu'il nous a dit ce matin. Il a utilisé l'expression, on est dans un carrefour sombre de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Soit on prend une voie ou l'autre. Et lui est là pour dire... Ce choix, il doit être fait maintenant, parce que ce que j'ai subi, moi, c'est évidemment une voie vers la voie sombre, c'est-à-dire le bâillonnement du journalisme, parce que c'est ça qui est arrivé. Il explique très simplement en disant, voilà, si moi je suis journaliste en France, que je critique les États-Unis dans leur politique internationale et qu'une source me donne des secrets d'État et que je les révèle dans un article, dans n'importe quel média, je peux faire l'objet d'une demande d'extradition où je risquerais des centaines d'années de prison. Donc c'est vraiment un bâillonnement qui a été mis en place par les États-Unis, je dirais, après le 11 septembre. C'est comme ça qu'il analyse dans cette suite-là des événements du 11 septembre et sur lequel il lance l'alerte. Qui mieux que lui pourrait le faire? Il lance l'alerte en disant on est à un croisement et il faut maintenant que l'Europe réagisse, sinon ce bâillonnement va se perpétuer. C'est ça l'important, que l'Europe réagisse. J'allais dire, on le dit par rapport à ce qui peut se passer au niveau d'une institution comme l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Vous, en tant que juriste par ailleurs, il semble qu'il y ait quand même un gros travail sur la planche là devant nous, parce que est-ce que le cas de Julian Assange est quelque chose qui a fait avancer votre travail dans la lutte qu'on peut mener ou le combat que vous pouvez mener pour ce dont on parle, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des journalistes? Est-ce que pour vous c'est un point central? Mais je pense que oui, parce qu'il a réussi finalement à fédérer autour de lui énormément de personnes très différentes. Il y a un mouvement populaire très important qui le soutient, parce que les gens se rendent compte que finalement c'est injuste, il y a quelque chose d'injuste, on ne comprend pas pourquoi il était en prison, parce qu'il a simplement dit la vérité. Et puis petit à petit, c'est un peu le travail que nous, on s'est rendu compte de quelque chose assez simple en fait, c'est qu'il y a eu tellement de mauvaise presse à son égard que c'était très difficile de parler de l'affaire Julian Assange au niveau politique, ou même au niveau
je dirais même des ONG de défense des droits humains habituels, mais qu'il suffisait de se mettre à table, d'avoir le dossier en main et de partager pendant 2 heures une conversation de fond, parce que c'est du fond qu'il faut parler. On arrivait toujours à convaincre les gens qu'en effet, il y avait un problème grave. Et donc, tous ces gens maintenant sont mobilisés pour se dire, en effet, le fait que les États-Unis ont poursuivi Assange, ils peuvent poursuivre n'importe quelle personne d'autre maintenant. Et c'est ça que, pour l'instant, je pense, les forces se coalisent pour empêcher qu'un autre précédent se produise. Précisément, est-ce que vous diriez que la presse mondiale, la presse dans le monde occidental, dans le monde libre, est toujours sensible à la question de Julian Assange et à cette question centrale dont on voit bien qu'elle est bafouée? Il l'a dit, Julian Assange, tout à l'heure, elle est bafouée partout, y compris dans les pays occidentaux à l'heure actuelle. Oui. Oui, non, c'est clair qu'il est devenu le symbole de quelque chose qu'on a tous senti. Je pense qu'on peut le simplifier en une phrase, c'est la liberté de pensée, d'expression et de presse sur Internet. C'est un peu ça qui est un thème fondamental pour le XXIe siècle. Et que dans ce cadre-là, lui a représenté une personne poursuivie, touchée dans sa chair, dans son mental, par une répression abusive. Et que cette répression abusive, maintenant, on doit mettre un terme. Et il va plus loin dans son message, parce qu'il donne un message d'espoir, en disant il faut faire la réforme du droit. Law reform, c'est toujours ça qu'il dit. À partir du moment où on se rend compte qu'on est face à une situation où le système n'a pas fonctionné, où des gens ont été brisés, il parle de lui, eh bien, il faut pousser pour une réforme du droit. Et il précise que c'est au Conseil de l'Europe de prendre ça en charge. Alors, c'est bien évidemment trop tôt pour le dire, lui-même l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il a, selon vous, encore un rôle très important à jouer dans ce combat que vous êtes en train de nous décrire là? Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, il est en convalescence. Les dernières conversations qu'on avait eues avec lui, moi je lui avais dit, écoutez M. Assange, il faut que votre vie cesse d'être un agenda judiciaire. Maintenant, vous avez une famille, donc j'espère que vous n'entendrez plus parler de moi. Mais il a quand même souhaité venir ici parce que c'est quelque chose qui le tient vraiment à cœur et qui sent qu'il y a quelque chose ici qui peut se produire. Il a toujours ses intuitions qui sont très très fortes. Il sent qu'il y a quelque chose qui peut se produire et que ce rapport qui sort maintenant, eh bien, il doit prospérer vers des réformes du droit. Ça, c'est au Parlement du Conseil de l'Europe et au Conseil de l'Europe à le prendre en charge. Mais je sais que par exemple, il y a un projet de traité de protection des journalistes, une nouvelle convention internationale qui a été préparée par l'Association internationale des journalistes. C'est un élément qui peut venir également dans cette discussion plus générale de comment est-ce qu'on va faire maintenant pour vraiment protéger les journalistes, parce que ça fait des années qu'on en parle et ça reste un problème qui n'est pas encore résolu. C'est la question que j'allais poser. Il y a d'autres cas, vous en connaissez d'autres, bien sûr Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui sont... Alors, bien sûr, il y a les journalistes, mais on peut dire il y a les défenseurs des droits humains de manière générale, où il y a... parce que ce qu'il stigmatise, c'est cette persécution transnationale. C'est-à-dire qu'un État va arriver, alors que quelqu'un n'est pas sur son territoire et a fui peut-être ce territoire parce qu'il était persécuté, a quand même le persécuté par des moyens juridiques déviés. Une demande d'extradition, une demande de coopération judiciaire. Donc ce mécanisme de persécution transnationale est, je pense, au cœur du débat. Il l'a mentionné plusieurs fois. Oui. Ça fait l'objet de discussions et de travaux ici au sein du Conseil de l'Europe qui, je pense, vont prospérer pour arriver à essayer de trouver une solution. C'est comme ça que le Conseil de l'Europe fonctionne. Il voit un problème, et puis il essaie de trouver une solution, à la fois pour que le problème ne se reproduise plus, mais aussi pour qu'il y ait une réparation pour les victimes. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie, merci à vous.